Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui, et ça fait plaisir, pour parler de Star Wars, pour parler de Skeleton Crew, plus précisément la nouvelle série. On a eu 2 épisodes déjà qui ont été diffusés dans la nuit de mardi à mercredi. J'ai mis un peu de temps pour sortir ma vidéo, mais il y avait 2 épisodes et il y avait plein de recherches à faire, parce qu'il y a plein d'easter egg dans ces 2 épisodes. Mais déjà, bien évidemment, je vais commencer vite fait par vous dire ce que j'ai pensé, sans spoiler, de ces 2 épisodes. Je vais pas rester longtemps là-dessus, parce que ensuite, comme toujours, on va faire une analyse des 2 épisodes. Du coup, vraiment, je vais reprendre scène par scène. Donc, et je vous préviendrai, bien évidemment, avant d'aller dans ce passage-là, où là, je spoilerai allègrement. On va pas se mentir. Mais en tout cas, qu'est-ce que j'ai pensé de ces 2 épisodes ? J'attendais cette série, j'étais assez curieux. La promesse faisait envie d'une série un peu à la Amblin, assez vieux film, à la E.T. Pas mal aussi, comment ça s'appelle ? Il y a un film comme ça avec un gamin qui trouve un vaisseau spatial justement. Je le retrouverai, je l'ai mis dans les images. Mais en tout cas, vraiment, j'étais assez curieux, mais en même temps assez méfiant, parce que les promesses de Star Wars, on les connaît. Via Acolyte, on nous avait promis un truc, ça n'est pas ce que j'ai eu, en tout cas c'est ce que j'estime. Ici, en l'occurrence, ça correspond exactement à la promesse qui nous a été faite. On aime ou on n'aime pas, mais alors on a exactement ce qu'on nous a vendu. Pour moi, cette série, c'est une série avec des enfants comme protagonistes, mais qui n'est pas que pour les enfants. C'est juste que il s'avère que les protagonistes sont des enfants. Ce qui va permettre d'amener des choses super intéressantes, dont un côté méta, où on va se reconnaître, nous, en tant que fans de Star Wars, en tant que personnes qui ont été fans de Star Wars dès l'enfance, j'imagine pour la plupart. Pas tout le monde, certainement, mais en tout cas pour beaucoup de ceux qui vont regarder cette vidéo. Et vraiment, ça va expliquer d'ailleurs certains choix artistiques. On va en parler quand on analysera l'épisode, mais il y a des choix qui paraissaient étranges, mais qui font sens quand on comprend comment est construite la série. Je parle entre autres, par exemple, de cette banlieue pavillonnaire comme ça, qui dénotait un peu pour du Star Wars, mais qui au final fait totalement sens, je trouve, et je vous expliquerai ça. Mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié ces 2 épisodes. Visuellement, déjà, très bien. La réalisation est plus que correcte, vraiment. Il y a de belles scènes, il y a des choses vraiment intéressantes. En termes de VFX, ça le fait vraiment. Ils ont réussi à se servir du volume par moment. Je pense à un moment sur une certaine station spatiale où je pense vraiment que c'est du volume, mais en même temps ils ont aussi construit, il y a des scènes en extérieur, ils ont aussi construit des sets, par exemple le fameux vaisseau, ce sont des sets qui ont été construits, et ça se voit, et du coup l'usage de différentes façons de faire qui se complètent donne un tout qui fonctionne, je trouve. Les comédiens, enfants, ça fonctionne très bien, je trouve. Alors évidemment, chacun est un peu une sorte de stéréotype, mais c'est toujours le cas dans ce genre de série, dans ce genre de série ou film. Donc de ce côté-là, ça me dérange pas du tout, je les trouve attachants. Neil, Basile, je penserai toujours à toi Basile, mais je me battrai pour Neil, qu'on soit clair. Neil et moi, même team, cœur sur Neil, cœur coréen sur Neil. Mais non, j'ai vraiment accroché, il y a de l'aventure, on retrouve vraiment ce côté de quand on était enfant et qu'on rêvait de se retrouver dans Star Wars, qu'on rêvait de partir à l'aventure dans un vaisseau, et c'est hyper bien amené. En même temps, après qu'Agatha soit finie, ça me manquait ce côté théorisé, mystère, qu'est-ce que ça cache, ainsi de suite, les easter eggs. Je suis servi. Il y a des easter eggs à ne plus savoir qu'en faire. C'est entre autres pour ça que j'ai mis du temps à sortir ma vidéo. Il y a du mystère, on en parlera aussi dans l'analyse complète, mais il y a vraiment du mystère sur un certain lieu, sur une certaine personne. Je suis curieux de voir où ça va aller. Si j'ai une critique à faire, quand même, alors que certainement, j'imagine, tout le monde va faire, mais c'est la durée de ce 2e épisode. On a un premier épisode qui dure 48 minutes, 49 minutes, un truc comme ça, donc 42 si on enlève les crédits de fin. Le 2e, on passe à moins de 30 minutes. Alors, ça va, il fait bien rempli. Ce serait dommage pour un épisode de moins de 30 minutes, mais ils nous ont déjà prouvé qu'ils étaient capables de faire un épisode chiant de moins de 30 minutes. Donc bon, ça serait pas une première, mais c'est pas le cas. Pour le coup, j'aurais préféré que ça dure un peu plus longtemps, mais je préfère moins de 30 bonnes minutes que 50 minutes d'un truc chiant. Donc bon, à la limite,
pourquoi pas. Faudra voir si effectivement ça leur suffit pour la narration, pour ce qu'ils comptent faire, tout ça. Mais ouais, non, en tout cas voilà, j'ai vraiment apprécié la série. Encore une fois, hein, je pense que certains vont considérer que c'est une série pour enfants ou je sais pas quoi. Je suis pas d'accord. C'est une série avec des enfants, mais faite pour toute la famille. Et au moment des fêtes, je trouve ça d'autant plus intelligent de faire une série justement accessible à tous. Je n'ai pas besoin que tout Star Wars soit Andorre. J'ai beaucoup aimé Andorre. Star Wars est un univers extrêmement vaste dans lequel il y a de la place pour plein de genres de programmes. Et en plus, là, il y a aussi ce côté où ça va chercher dans dans un nouveau référentiel en termes de genre. Là où Star Wars, on le sait, hein, c'est le western, le film de samouraï. Le western étant lui-même inspiré du film de samouraï. Là, on va chercher dans les vieux programmes de pirates et dans les programmes à la Amblin. Donc encore une fois, E.T., Explorers, Goonies, et ainsi de suite. Et ça fonctionne de ouf. Ça fonctionne super bien. Il y a ce côté Madeleine de Proust, mais bien utilisé, pas juste pour faire des clins d'œil en mode hey, vous connaissez ce genre de truc. Non, c'est bien utilisé. Ça fonctionne dans le cadre de cette série. Il y a plein d'aliens. Ça, c'est cool aussi. Ça manque des fois dans des programmes Star Wars. Et là, il y a plein de sortes d'aliens différents. On sent que c'est un univers dans lequel il y a plein de types de races et tout. Et ça fait plaisir. Et il y a de tout. Il y a du CGI, il y a de la marionnette, il y a du masque, du prosthétique. Enfin, de tous les genres possibles. Et c'est trop bien. J'adore ça. Enfin voilà. Ça, c'est pour ma partie un peu avis général que je vais développer dans mon analyse complète des 2 épisodes, et je vais me lancer tout de suite parce que mon but c'est d'essayer que cette vidéo fasse moins d'1 heure. Vous avez déjà la réponse parce que vous savez la durée de la vidéo, moi je le sais pas encore, et j'ai 2 épisodes à traiter. Donc c'est parti tout de suite. Alors, déjà, donc, vous savez, il y a toujours ce début avec différents visages comme ça, et donc là je vous ai juste mis les nouveaux, ceux qui faisaient leur rentrée, et on a donc le capitaine, donc c'est le capitaine Silvo, je crois, quelque chose comme ça. Alors, quand on regarde, c'est intéressant parce que on va pas faire durer le suspense, il semblerait clairement que c'est le Jude Law dans son rôle de Jodna Nawood. Et alors ce qui est marrant, donc c'est capitaine Silvo et Jodna Nawood, John Silver, pirate. Est-ce qu'il y a un lien? Je sais pas. Alors on sait par des interviews qu'il aura différentes identités. C'est un personnage assez mystérieux, mais on va en parler plus tard. On peut se poser des questions sur ce personnage. On a aussi donc ce droïde. Alors ça, il a une histoire marrante. À la base, c'est un droïde qui conduit le Star Tour. Il est né en fait pour une attraction à Disney World, et on l'a déjà vu aussi dans alors il est d'abord né en attraction et ensuite on l'a vu dans The Book of Boba Fett, et on va le revoir ici donc, qui est le pilote du bus qui emmène les enfants à l'école. On a ces nouveaux droïdes dont l'apparence en dit quand même beaucoup. Mine de rien, tout est très vite sur sur cette planète sur laquelle ils habitent. Le fait qu'ils aient une tête caméra de sécurité, c'est pas anodin. Ce côté Big Brother où on en voit partout en train de surveiller, c'est pas pour rien. Et évidemment SM33. Alors SM33, non, ça n'est pas une référence au micro, pour ceux qui font un peu de musique ou tout ça, à ce micro vintage, non, mais SM33, qu'on peut lire SMI, si on remplace les 2-3 par 2E, or SMI, forcément ça parle moins pour le public français, mais en fait, en VO, dans Peter Pan, SMI, c'est le nom de Mouche, le bras droit du capitaine Crochet. Et donc évidemment, ce bras droit du capitaine pirate, SM33, SMI, Mouche, voilà, tout simplement. Et on en parlera aussi, que je trouve hyper cool, qui est assez intéressant. Et donc on a ce texte direct. Depuis la chute de l'Empire, la Nouvelle République maintient l'ordre. Mais les routes hyperspatiales isolées sont de plus en plus attaquées par des pirates. Donc on nous montre bien que voilà, ça va tourner autour des pirates. Les coques blindées de leurs vaisseaux annoncent la couleur, la reddition ou la mort. Et alors j'adore, on commence directement par un gros hommage à Star Wars A New Hope. Donc on a ces débris d'abord qu'on voit à l'écran, puis ce vaisseau dont on va se rendre compte, une ombre arrive dessus, et ça rappelle évidemment à fond le vaisseau qui abrite Leia et qui va être attaqué par le vaisseau de Darth Vader, et donc très pirate, un peu comme les passerelles en bois qu'on pose normalement,
où là, voilà, c'est ces espèces de tunnels, de couloirs comme ça, qui servent à l'abordage. C'est très très pirate dans l'espace, vraiment. Et on voit la différence des deux vaisseaux qu'on va revoir d'ailleurs un peu plus tard. Mais donc on voit la différence. Et pareil, ces scènes-là, elles rappellent énormément le moment où Dark Vador et ses hommes arrivent sur le vaisseau qui abrite Leia. On voit très très clairement. Ça c'est marrant, alors petit easter egg, mais si vous avez vu Rebels, c'est les mêmes fruits qu'il y avait sur la planète d'Ezra, les fruits qu'il volait. Justement. Et donc voilà, on a alors, lui c'est marrant, donc il perd un œil direct, et on va le voir plus tard sur la station spatiale justement, qui se fait réparer cet œil-là. Et donc, j'adore aussi, on voit que les canons attaquent justement ces tunnels qui font lien entre les deux vaisseaux, et vraiment en mode pirate à fond, on a les grappins avec les câbles, vous savez comme dans les films quand on les voit traverser avec une corde comme ça, et là, bim, on les voit qui arrivent du coup par des grappins, pour aller, parce que évidemment, pour éviter de tirer à bout portant et risquer d'endommager leur propre vaisseau avec les débris, bah bim, pour arrêter les canons, ils envoient des hommes avec grappins qui vont poser des explosifs. On voit, alors là on le voit pas trop, mais il tient une machette, donc il y a quand même, pour les enfants, mais un peu comme les films de Amblin à l'époque, voilà, ça n'a pas peur de montrer qu'il y a des gens qui meurent, même si bah on le voit pas directement, voilà, on va pas le voir couper une tête ou je sais pas quoi avec du sang qui gicle partout, évidemment, mais n'empêche, il y a de la violence, il y a des morts, et c'est pas la seule fois dans l'épisode. Ça c'est assez marrant. Alors donc là il s'appelle Brutus, celui-là, et en fait il a une histoire marrante, c'est la recanonisation d'une espèce qui était déjà apparue une fois dans Star Wars mais avait été effacée en fait, tout simplement parce que dans la scène de la cantina, dans la première trilogie, il y avait... Enfin, en fait, ils avaient acheté un masque d'Halloween, de loup-garou, et il y en avait un dans la cantina, mais George Lucas n'en était pas content, et quand il a fait sa version avec ses rajouts numériques, il l'a remplacé, en fait, par une autre créature. Donc il avait disparu du canon Star Wars, et là c'est une réintroduction. Il revient dans le canon. Et donc c'est Brutus, et voilà, qui appelle son capitaine, donc capitaine Silvo. Et comme je vous disais, quand capitaine Silvo, qui semble s'appeler John Nanawood, forcément, je pense à l'oncle John Silver. Je sais pas si c'est lié, mais ça me fait penser à ça. Et donc voilà, on voit le capitaine qui arrive, et c'est marrant, mais je sais pas si vous... Bon, là on le voit pas trop, on le reverra mieux plus tard, mais cet acteur-là, qui n'est autre que Steve Urkel, le Steve Urkel de la série à l'époque, j'ai plus le nom en tête, mais c'était lui qui jouait Steve Urkel, qui a bien grandi, évidemment. Et donc, on comprend qu'ils veulent des crédits qu'il y a sur ce vaisseau, et lui aussi d'ailleurs, lui vous le reconnaissez, même pendentif, même bandana, on l'avait déjà vu, c'était lui qui attaquait la planète Navarro, dans Mandalorian. C'est lui qui avait réussi à s'échapper, c'était un des pirates qui avait réussi à s'échapper justement. Donc on voit qu'il a pas mis trop de temps à trouver un nouvel équipage. Ça pareil, très réminiscent de Dark Vador qui soulève justement quelqu'un à un moment. Attendez, voilà, vous verrez mieux là, bim. Et donc ouais, très réminiscent de quand Dark Vador justement soulève quelqu'un. Et donc voilà, le type va... Et alors ça c'est très intéressant, et par contre, du coup... Faites attention, pour ceux qui regardent en VF, il y a un problème de traduction avec la VF. Le problème, c'est que en version française, il ne parle que de République. Alors je suis pas en train de vous faire un truc anti-VF, hein. Je vous dis juste qu'effectivement, là, il y a un problème, il y a une erreur. Dans la VF, il ne parle que de République, ce qui pose un vrai problème, parce qu'un des points très importants justement, qui déjà nous donne un indice sur le fait qu'il y a des choses bizarres qui se passent, c'est que normalement, en VO, il y a bien la différence où ils disent tout le temps New Republic, la nouvelle République, donc celle d'après la défaite de Palpatine. Là, ils parlent de nouvelle République, à contrario de la République, qui est celle à l'époque où Palpatine était encore sénateur, puis bon, déjà avant lui, mais voilà, celle de l'avant, guerre des clones. Là, quand ils parlent de New Republic, c'est celle d'après la guerre des clones. Et ça revient plusieurs fois dans l'épisode, et entre autres, quand y a une personne qui parle dans la classe, où elle parle de la République, pas de la Nouvelle République. Et donc c'est important de pouvoir faire le distinguo pour comprendre ce qui est en train de se passer. Et ça en VF c'est pas possible, parce qu'ils disent République à chaque fois. Donc voilà, c'est un souci qu'il y a eu pour le coup là vraiment de traduction. Et donc il veut pas ouvrir le coffre, et encore une fois voilà, enfin il dit de le balancer dans l'espace, on entend le cri après, ça montre que oui, ok c'est pour tout public, mais voilà, on sait quand même qu'il y a effectivement des morts. Et on comprend que
les derniers temps ont été difficiles, que sa place de capitaine elle est un petit peu sur la sellette parce qu'ils n'ont pas l'air d'avoir réussi à récupérer beaucoup de crédit, et donc pour lui c'est l'occasion de se racheter. Sauf que ça va pas vraiment bien se passer et qu'on se rend compte qu'il y a rien dedans. Enfin, il y a un crédit en fait, il y a juste un crédit, et on voit sur celui-là, là c'est le symbole qui était le symbole de la rébellion et qui est devenu le symbole de la République. Justement. Donc là, on est à contrario des crédits que possède Wim, le gamin, où lui, le logo est différent, c'est le logo de l'autre, de la République précédente, de celle dont Palpatine a fini sénateur. Donc, voilà. On voit qu'il reste un crédit. Je me demande si ça va être lié, du coup, d'ailleurs, ce côté-là. Est-ce que la raison pour laquelle les crédits ont disparu, c'est lié à ce qui se passe, justement, sur la planète dont viennent les gamins? Je me demande. Et bon, bah évidemment, ça se passe mal pour lui, hein. Il le sentait venir. Et donc, voilà, l'équipage va se rebeller. Et c'est seulement là qu'on a le titre, et je me dis, waouh, ok. Déjà, cette intro, elle était méga cool. Ça, c'est une bonne ouverture de série. Direct, ok, je suis happé. Allez-y, montrez-moi la suite. Et là, on passe donc du côté de Wim. Et c'est assez marrant parce que c'est ce que je vous disais, on a vraiment ce côté méta où on le voit lui qui joue avec ses figurines, on voit qu'il y a un Jedi et un Sith avec son sabre rouge. Alors c'est intéressant pour plusieurs raisons. D'une, on l'a vu dans la trilogie de Disney où les gens ont assez vite oublié au final les Jedi. Mais à cause des particularités de cette planète-là dont on parlera plus tard, pour eux c'est encore présent. Il y a encore cette connaissance des Sith et des Jedi. Et vraiment, on voit à quel point Wim nous représente les nerds qui gamins, jouent avec leurs figurines. Même si, j'avoue que pour un monde aussi futuriste, leurs figurines, elles sont quand même sacrément pourries. C'est l'équivalent de nos petites figurines de plomb qui n'ont aucune articulation, qui ne peuvent rien faire. C'est quand même dommage, dans un monde aussi futuriste, d'avoir des jouets aussi nazes. Alors, heureusement, ils ont aussi des bornes d'hologrammes et tout ça, mais bon, niveau figurines, l'univers de Star Wars, c'est pas dingue. Je veux dire, même les toutes premières figurines sorties à l'époque du premier film étaient quand même, enfin, qui étaient sorties un petit peu après le premier film, pour le coup, elles n'avaient pas été prêtes à temps, mais elles étaient quand même déjà un petit peu plus sympas que ça. Mais voilà, il y a vraiment ce côté très méta où on peut totalement s'identifier aux gamins en train de jouer et qui rêvent d'aventure, qui rêvent de faire partie de cette aventure de Star Wars, qui rêvent de visiter la galaxie, d'avoir son propre vaisseau. Donc, enfin, perso en tout cas, je me vois tellement lui à cet âge-là, et peut-être même encore un petit peu maintenant, on va pas se mentir. Sa chambre est méga cool. Il y a vraiment un côté le futur vu depuis les années 60. Ça ressemble pas mal d'ailleurs aux hôtels Disney, justement, qui sont sur le modèle de l'univers Star Wars. On voit qu'il boit du lait bleu, donc ça veut dire que quelque part sur cette planète, il y a les mêmes bestioles qui sont là en mode... Bon, ses petites figurines, son petit faux sabre laser, son petit bol de céréales. Et alors, c'est très commun dans les films justement à la Amblin, dans ces films des années 80, avec le père très absent, qui aime son fils, mais qui est très absent parce que beaucoup de travail. Donc le fils qui est un peu livré à lui-même. On va apprendre un peu plus tard que sa mère est absente, on ne sait pas encore pourquoi. Est-ce que c'est lié à ce qui se passe sur la planète ? C'est possible, c'est très possible. Et donc voilà, le père qui prévient qu'il va rentrer tard, qui lui laisse des crédits pour manger toute la semaine, crédits qui vont avoir une grosse importance sur ce qui va arriver plus tard. Donc voilà, vraiment le père qui a l'air, encore une fois, d'un gentil père, mais qui est très absent parce que boulot. Et là, on va découvrir un peu le décor qui l'entoure. Alors, j'ai vu parler de Lovecat pour cette espèce-là, c'est pas du tout un Lovecat. C'est un chien crapaud, je crois qu'ils appellent ça. Mais je crois que c'est une nouvelle espèce. Mais en tout cas, c'est pas un Lovecat du tout. Et on voit donc que c'est une zone qui semble très zone pavillonnaire. Et à ça, je donnerais deux raisons, surtout. D'une, c'est le côté, effectivement, c'est inspiré des films à la Amblin, et il y a toujours ce genre de banlieue résidentielle dans les films à la Amblin. C'est ce qu'on voit dans E.T., c'est ce qu'on voit dans tous ces films-là, les Goonies et compagnie. C'est une première raison. Une deuxième raison, je pense aussi que c'est pour que fonctionne encore plus le côté identification. Le fait de voir ces gamins
au départ être dans un paysage qui nous semble familier. Et l'univers Star Wars est hyper vaste. C'est pas si étonnant que ça qu'il y ait une planète quelque part où il y ait un endroit qui ressemble un peu plus à ce qu'on peut connaître sur Terre. C'est pas déconnant en vrai. Mais en plus, voilà, ça permet aux enfants qui regardent la série ou aux adultes qui ont encore l'enfant en eux, qui a toujours aimé Star Wars, il y a ce côté pouvoir s'identifier. Vraiment. Ce côté, c'est un endroit du type qu'on connaît, et donc quand ils ont les mêmes frustrations qu'on peut avoir, et quand ils vont quitter cet endroit, voilà, on peut mieux se mettre à leur place, plus que si l'endroit où ils étaient à la base était déjà un truc qui nous paraissait complètement fou, complètement exotique et incroyable. Là, voilà, ça ressemble plus à ce qu'on connaît, donc le fait de vouloir autre chose, de vouloir s'en éloigner, ça prend forcément plus de sens. Un truc qui est très intéressant aussi, alors il y a deux choses même, la ville a l'air d'être construite sur un modèle circulaire, et c'est assez marrant, il y a dans des modèles de villes utopiques, justement le principe de ville circulaire, du coup toutes les choses dont les gens ont besoin sont placées de manière stratégique, ça fait partie de ce qu'on considère comme les bonnes solutions pour des villes qui aient un bilan carbone moindre, qui fonctionnent vraiment de manière intelligente. Donc il y a ce côté un petit peu paradis pensé pour fonctionner de manière parfaite, même si on va voir que en réalité c'est pas tout à fait le cas. Et autre chose intéressante, qu'on va revoir pas mal, c'est ces rails. On voit qu'ici, on va apprendre qu'il n'y a aucun vaisseau, et tous les véhicules, à part les petits bikers des enfants, sont sur des rails. On ne peut pas sortir de la voie. Toutes les routes sont tracées, on ne peut faire que suivre les chemins qui ont préalablement été dessinés. Regardez, même pour aller dans l'allée de garage. Et on va le voir un peu plus tard. En fait, il y a des espèces de câbles, il y a une espèce de tige en dessous qui est reliée en fait au rail et qui donne l'énergie au véhicule, il semblerait, parce qu'on voit des étincelles. Même pour aller dans l'allée de garage, il faut suivre ce rail-là. Donc vraiment, et toute l'aventure va arriver puisqu'ils vont sortir de ce rail-là justement. Donc on voit à quel point il y a un côté vraiment normé dans cette société qui est assez terrible et qui est bien plus profond que ce qu'on a vu pour l'instant. Il va tomber sur le meilleur, évidemment, sur le best, Neil. Et grosse référence au duel Dark Vader-Anakin où Neil va dire tu n'aurais pas dû venir, you shouldn't have come here, là où Dark Vador disait you shouldn't have come back, et en même temps, comme on l'a tous fait, comme tous les enfants, voilà, ce duel ils se jouaient à interpréter un duel de Jedi. Voilà, c'est tellement un truc que tous les gamins forcément ont fait à un moment et que je ferai encore demain si vous me mettez un sabre laser dans la main, soyons clairs avec ça. Mais voilà, Neil, il est trop cool, ça y est, je le kiffe. Et ce que tous les nerds de ma génération ont connu, moi maintenant, parce que maintenant c'est beaucoup plus, c'est devenu beaucoup plus normal d'être un geek. Pas à notre époque, pas à mon époque. Et donc oui, on nous regardait bizarrement quand on faisait des trucs de geek et on était jugés pour ça, et on s'en foutait. Comme je vous disais, voilà, le droïde donc qui était apparu dans Star Tours, l'attraction, et dans Book of Boba Fett, et qu'on voit ici qui conduit le bus, et on voit que les gamins sont donnés à cœur joie, et c'est tellement ce que feraient des gamins. C'est vraiment plein de petits détails qui donnent de la vie à cet univers. Oui, évidemment que des gamins s'amuseraient à ça, bien sûr. On le faisait, nous, sur le manteau, sur les sacs de nos profs. C'est pas bien, c'est mal, mais on le faisait, j'avoue, on était petits. Mais donc c'est tellement logique. Je sais pas ce qu'elle emmène à l'école, c'est elle qui emmène ça, et on voit juste des tentacules bouger de tous les côtés, et je veux pas savoir qui y a là-dedans, et je veux pas être dans sa classe, qu'on soit clair, vraiment pas. Et donc on voit, alors il lit deux histoires en fait sur sa tablette, et qui sont à chaque fois des histoires de Jedi. Et d'ailleurs, ce sont des histoires qui entre autres parlent d'un temple Jedi qui rentre dans le sol pour se cacher, donc c'est pour ça qu'il va y faire référence plus tard. Et d'ailleurs, ce qui nous rappelle aussi le temple, un des temples qu'on avait vu dans Rebels, qui pareil, était dissimulé dans le sol et sortait seulement quand on l'appelait avec la force. Mais on voit en tout cas qu'il est tout le temps en train de lire des histoires de Jedi, de rêver à ça. Et c'est le moment où on va découvrir Ferme et KB. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est qu'elles vont beaucoup plus vite que le gang de motards dans Book of Boba Fett. Mais vraiment, hein, elles les grillent totalement à mon avis. Il n'y a pas photo, c'est des gamines. Elles vont 10 fois plus vite que le gang des Vespa dans The Book of Boba Fett. Et on voit, comme je vous disais, voilà, on voit que le chemin
fait une boucle ici parce que c'est une impasse, et elle passe quand même. Donc c'est vraiment ce côté de ne pas suivre les règles et de sortir des chemins tracés qui va les emmener au début de ce que va être leur aventure. Et donc on voit vraiment une société très 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 normée. Tout est bien organisé, tout est bien comme il faut. Enfin, et en même temps, moi j'adore découvrir comme ça un nouvel espace, une nouvelle planète de Star Wars. Ça fait du bien qu'il passe. Évidemment qu'il n'y a pas que des planètes de sable ou de forêt ou je sais pas quoi. Bah oui, il y a des planètes qui sont organisées en ville. C'est logique en fait. Et d'ailleurs pendant le chemin, on voit qu'il y a ce genre de droïdes caméra un peu partout qui surveillent tout ce qui se passe. C'est assez terrible. Même les enfants sont surveillés. Il y en a un qui leur dit dès la sortie du bus qu'il faut y aller. Il y en a un qui vient de l'engueuler elle parce qu'elle était en speederbike. Il y en a un ici qui fait rentrer les enfants à l'école. Enfin, c'est une prison à ciel ouvert, le bordel, limite on dirait. Alors, on voit ce qu'ils étudient en substituant des entrées possiblement erronées par des variables flottantes dans lesquelles des matrices sont classées et étiquetées. Comparer cette méthode à celle pratiquée par les mondes au-delà de la barrière, et sa barrière c'est un terme important, on y reviendra, la modélisation de liquidité. Ça parle de liquidité. Et là, ils disent, nous prenons en compte la fongibilité de plusieurs monnaies. Donc, en analysant au plus près le risque éventuel de perte. Donc, ils travaillent sur l'argent. Sur le fait de faire fructifier de l'argent, il semblerait. C'est intéressant. Par rapport au mystère dont on parlera, qui se développe au fur et à mesure, par rapport à cette planète, c'est assez intéressant. Parce que, je garde ça pour après. Vous verrez. Quand ils passeront l'examen, il faudra qu'on parle d'un truc. Parce que de voir ces élèves-là, ça me rappelle beaucoup quelque chose qu'on a déjà vu dans Star Wars. Alors, il sert de son truc un peu comme un tableau magique. Les trucs qu'on avait à l'époque là, avec du sable qu'il fallait retourner et secouer. Et puis on avait un truc pour aller en haut et en bas et un truc pour aller à gauche et à droite. Et on essayait de faire des dessins avec ça. Et lui dessine un Jedi, mais il va se faire remarquer par quelqu'un qui va se présenter ensuite et qui est Madame Farah, intéressée par ce personnage. Et donc elle vient parler aux enfants, donc c'est la sous-secrétaire Madame Farah, donc qui a l'air d'être un personnage quand même important. Et je me demande d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a qu'une ville sur cette planète, ce qui là pour le coup ferait plus sens qu'habituellement dans Star Wars, mais est-ce qu'il n'y a qu'une ville parce que s'il n'y a qu'une ville, je me demande vraiment s'il n'y a pas un truc qui est caché ailleurs sur la planète. On va en parler, des mines, on va en parler. Et donc elle se présente, sous-secrétaire Farah, et elle parle du test de détermination de carrière qui va décider leur avenir. Et une fois qu'on leur assigne une carrière, ils contribuent au grand œuvre de la planète Atatine. Alors il y a plusieurs choses. D'une, cette histoire d'examen qui décide de toute leur vie. D'autant plus quand on voit l'examen plus tard, ça me rappelle énormément quelque chose. Ça me rappelle les clones sur Kamino, quand ils sont entraînés gamins. C'est la même chose. Ce sont des gamins à qui on donne des postes bien chiants, mais des trucs dont la hiérarchie a besoin. On dirait vraiment l'entraînement des clones. Et alors elle parle de grande œuvre. Qu'est-ce que ce grand œuvre ? Grand œuvre, c'est un terme qu'on trouve dans Vieille République, dans la Haute République. Quelqu'un s'en servait justement pour parler des grands projets sur la bordure extérieure. Du coup, qu'est-ce que ce grand œuvre ? Pour qui travaille-t-il réellement ? On développera là-dessus, on développera. Et donc, ici, alors, faut pas faire attention aux sous-titres. Pareil, ils se sont trompés. Elle dit « Garder la République solide et forte ». Pas la Nouvelle République, justement. Vous voyez, c'est vraiment le souci avec la VF. Elle parle de garder la République solide et forte. J'ai l'impression que sur cette planète, ils sont pas au courant, en fait, de la guerre des clones. Ils savent pas qu'il y a eu la guerre des clones. Ils savent rien de l'extérieur, de toute façon. Et on va le voir avec les enfants. Mais ils connaissent rien du monde extérieur. Et donc, elle parle de la République. Je pense vraiment qu'ils ne sont pas au courant qu'il y a eu la guerre des clones. Ils sont pas au courant de l'extinction des Jedi. Ils savent rien de tout ça. Ils n'en savent absolument rien. Et donc voilà, ils vont faire le truc de tiens, quelle carrière vous voulez envisager. Alors ça fait rêver, hein. On voit vraiment le côté, justement pour montrer la différence entre Wim et nos personnages principaux et ce que veut la société pour ces gamins. Là c'est j'aimerais être comptable statisticienne. J'adore Neil qui trouve ça super mignon.
Lui, il a son crush, il s'en fiche. Je veux être analyste. Enfin voilà, des trucs. Et à côté de ça, on a Wim en mode ouais, mon père est coordinateur système, mais moi j'ai envie d'aider les gens en cas de danger. Donc je voudrais être Batman. Non, je voudrais être un Jedi, plutôt. Il le dit pas clairement, mais comme va lui faire remarquer Wim après, c'est ce que ça veut dire en fait. Et on lui répond, mais non, enfin t'es gentil, c'est le rôle des droïdes de sécurité, en fait y a pas besoin de toi pour ça. Et ça, cette phrase, n'oubliez pas que nous avons tous notre place dans le grand œuvre. Il y a vraiment un côté limite lavage de cerveau. Enfin, c'est vraiment, vous n'êtes que des pièces d'engrenage dans une machinerie qu'on a décidé à votre place. C'est assez terrible. Et donc voilà, il se fait engueuler par Neil parce qu'il a oublié, engueulé pas vraiment, Neil est pas capable d'engueuler quelqu'un, mais bon, qui lui fait remarquer de mec, t'as oublié quand même l'examen de demain. Et voilà, il lui dit mais oui, ce que t'as dit c'est que tu voulais devenir Jedi en fait. Et on le voit, t'as jamais voulu faire un truc incroyable. Et c'est ça, il représente vraiment tous les gamins qui ont voulu un jour découvrir un vaisseau spatial ou quoi. Et ça, le logo de leur école, je suis curieux. Je suis vraiment curieux. Donc on a un Oméga et on a ce truc-là derrière. Et alors, il y a un truc qui est marrant dans Star Wars, c'est que très souvent les logos, surtout quand ils sont utilisés par les méchants, d'une certaine manière, rappellent l'arme, en fait, la super arme qui va être utilisée dans ce programme-là. Le symbole de l'Empire, c'était le moteur de l'étoile de la mort. Il y a toujours un lien. Le First Order, c'était par rapport à leur planète canon. Là, je me demande si le signe derrière, qu'on pourrait voir comme une feuille, c'est pas plutôt des mines. Si c'est pas plutôt ça représente pas un réseau souterrain de mines. Parce qu'il y a plusieurs références à des histoires de mines pendant l'épisode. Entre autres, un peu plus tard, la gamine qui parle de ça. Et je pense que ce qu'elle dit est en partie vrai, en fait. Que c'est un foreshadowing de ce qu'il va y avoir plus tard. Et du coup, je me demande... Alors, le Oméga, je sais pas pourquoi, mais je pense que ce qu'on croit être une feuille, c'est plutôt en fait une espèce de coupe géologique qui montre des forages, qui montre des mines. Ah, je sais pas, hein, c'est vraiment une théorie, mais ça me fait vraiment penser à ça. On voit, alors encore une fois, hein, que vraiment elles sont beaucoup plus rapides que que le gang des Vespa de Book of Boba Fett, mais leur Spider-Bike va tomber en panne, et ce qui est marrant, c'est que la pièce qui leur manque, c'est exactement la même pièce dont avait besoin Luke la première fois où on le voit dans New Hope, dans l'espoir. On a évidemment ce côté de Wim qui voit Neil rentrer chez lui, et lui a ses parents, ses frères et sœurs, machin. C'est toute une famille, et on voit voilà que il les regarde un peu avec envie. Lui rentre, personne chez lui, de toute façon son père est toujours au taf. Et voilà, c'est le convertisseur d'énergie, qui est exactement la pièce que Luke demandait au départ. Justement, c'est la pièce qu'il cherchait aussi dans A New Hope. Ça, c'est marrant. Il y a une référence un petit peu rigolote. Ce personnage qu'on voit derrière, qui ressemble un peu à un Adam Driver jeune, ici s'appelle c'est Bonge Falfa. Or, dans American Graffiti, le film de George Lucas, dedans, il y avait Harrison Ford qui jouait un personnage qui s'appelait Bob Falfa et qui justement faisait des courses. Donc très clairement là, c'est sûr, c'est un easter egg voulu, voilà. Donc ce personnage-là, Bonge Falfa, c'est en référence au personnage d'Harrison Ford dans American Graffiti qui lui s'appelait Bob Falfa. Et donc on voit voilà qu'il y a des courses. On sait que George Lucas était un fan de courses comme ça illégales. Il en faisait lui-même. Il a failli mourir. Il a eu un accident où la voiture était en miettes contre un arbre. Et George Lucas faisait beaucoup de courses de voitures comme ça jeune lui aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a souvent ça qui revient justement d'où Anakin qui fait des courses. C'est une vraie passion de George Lucas au départ. Et donc voilà, ça c'est vraiment le classique, un peu le bully qui vient, qui se moque qui veut faire la course. Et on voit qu'elle aussi a ce côté frustré. Elle dit il y a que ça d'amusant sur cette planète. Elle aussi a envie, a besoin de plus d'aventure, de quelque chose d'autre que cette société hyper normée. Ça c'est vraiment intéressant. Je pense que ça prendra sens au fur et à mesure, cette fresque. Je me demande vraiment ce qu'elle signifie. On voit cette femme avec un bras tendu. On voit ce petit extraterrestre, je sais pas ce que c'est comme espèce, il est vert. Est-ce que c'est comme Yoda, sauf que lui a les oreilles qui tombent, mais on voit qu'il est plus petit que les autres, il a la même forme d'oreille un peu, ou alors, ah non, c'est plutôt la même espèce que Neil, on voit parce que lui, il y en a un aussi dans la classe de Neil, je pense que c'est la même espèce que Neil en fait.
Et donc on a un type là, on a ce symbole là, on a de la fumée. Est-ce que la fumée représente la barrière autour de la planète, ou est-ce qu'elle représente justement encore une fois des mines, peut-être justement le travail des mines. Et on a lui qui est retourné comme ça, qui est de dos, qui regarde comme ça. Je suis assez curieux. Je pense vraiment que ça prendra sens au fur et à mesure. Et donc voilà, on va vite comprendre qu'elle est d'un milieu encore un peu plus bourgeois. Et on voit, ça ressemble, il y a le oméga là aussi, comme sur le symbole de l'école, justement. Mais en même temps, il y a ce truc qui monte. Je me demande, c'est encore mystérieux pour l'instant, ce côté-là. Et lui, on dirait... il a le genre de casque qu'avaient les gens de la République, justement. Il a l'air de faire... Ouais, on voit la trompe. Donc effectivement, c'est de la même race que Neil. C'est intéressant. Et donc on va découvrir qu'en fait, elle est la fille de la sous-secrétaire Farah, justement, qui est toute contente parce qu'elle est de nouveau première à l'école. Je pense qu'elle fait partie des méchantes, Farah. On va pas se mentir. À mon avis, elle fait partie des vilains. Ça me paraît assez clair. Mais bon, on voit que ça l'intéresse pas trop. Et en plus, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que c'est très important pour sa mère qu'elle soit première et qu'elle réussisse son examen. Et on voit le changement de visage quand sa fille monte. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a un côté... Ça rejoint ce que disait plus tard Ferme, justement, sa fille, quand elle fait sa blague sur le fait que y en a qui ont disparu et qui ont été envoyés dans des mines. Et je pense que c'est pour ça qu'en fait, sa mère a peur. C'est en mode, si tu rates ton examen, je pourrais rien faire. Tu seras envoyé dans les mines. En gros, ceux qui peuvent pas nous servir, ceux qui ne sont pas utiles dans tous les postes intellectuels, tous ceux qui ne réussissent pas les examens, votre seule utilité, c'est d'être dans les mines, en fait. Et je pense que c'est une réalité. Clairement, je pense que c'est une réalité. Le père de Wim qui rentre tard. Et encore une fois, on voit qu'il aime son gamin, mais genre quand son gamin lui demande de lui lire une histoire, comme le faisait maman, donc ce qui nous fait comprendre qu'effectivement il a perdu sa mère. Est-ce qu'elle a disparu? Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle est dans les mines? Est-ce que on sait pas? Et tout de suite c'est ouais non, puis de toute façon t'es trop vieux pour une histoire. Donc ça nous montre vraiment le côté où le rêve n'est plus permis. C'est vraiment ça que ça veut dire. C'est tout doit être dans le normé, dans le concret. Il y a pas de place pour l'imagination, il y a pas de place pour le rêve. Et on voit que lui rêve à autre chose. Ça rappelle Luke quand il joue avec son vaisseau, justement, même s'il avait l'air beaucoup trop vieux pour jouer avec une figurine de vaisseau. Mais en tout cas, ça rappelle ça. Et on voit qu'il observe et il va retourner dans son histoire de Jedi. Ça, c'est très intéressant. J'avais pas remarqué au départ. Je pensais que c'était une sorte de tempête chelou comme il y avait sur Mandalore. Sauf que, si on regarde mieux, est-ce que vous avez fait gaffe à ces points rouges? Il y a ces points rouges de manière très régulière. Donc, non, il y a vraiment une barrière. En plus de cette espèce de ciel bizarre, on les voit, il y a une barrière non naturelle. Il y a vraiment quelque chose qui surveille tout le tour de la planète. Ok. On arrive au matin, petit côté comédie. Très drôle, j'ai beaucoup aimé. Ou vraiment l'enchaînement, où Wim s'est réveillé trop tard et qui cavale pour attraper le bus, mais qui va devoir prendre un raccourci. Ça me fait beaucoup rire le côté où ils ont des petits fanions. Encore une fois, vraiment le côté Amblin à mort, avec les petits fanions sur les vélos comme on peut trouver dans tous les films à l'époque. Alors lui est vachement moins rock'n'roll que Ferme. Il soulève son speederbike avant de le mettre de l'autre côté, alors qu'il y a un beau tremplin là qui est fait pour ça. Il est magnifique, c'est splendide. Mais donc il sort du chemin. Encore une fois, il sort des normes de la société, il sort du chemin. Et ça, c'est cette scène-là que je vous disais, ça fait vraiment énormément penser à l'entraînement des clones. Avec cette énorme pièce comme ça, on dirait l'entraînement des clones. C'est assez ouf. C'est assez ouf. Là, on a cette scène qui rappelle énormément évidemment, quand dans la trilogie originale, quand ils étaient en Spider-Bike, pareil, dans la forêt sur la lune d'Andorre. Et ce qui est marrant, il y a non seulement le côté rappel de ça, mais il y a le côté aussi, tous les gamins en vélo qui se sont amusés à reproduire cette scène dans une forêt près de chez eux. C'est aussi vraiment ce côté-là. Et il va arriver à cet endroit où, poum, il rate son dérapage, il se fait éjecter, il est tout dégueulasse, mais en essayant d'escalader, il va dégager un petit bout de terrain qui va lui montrer cette porte, ce sas, avec un symbole dessus qui ressemble au symbole qu'il y a dans son bouquin, enfin sur cette tablette.
Donc pour ça qu'il va s'imaginer que c'est un temple Jedi. Parce que c'est le même symbole qu'il y a justement dans l'histoire sur sa tablette. On le verra un peu plus tard. Ça pareil, il arrive très vite le droïde quand même. On voit à quel point il surveille partout. Il est là depuis quelques minutes et déjà il y a un droïde qui l'a repéré. Cette zone est tout est ultra surveillé sur la planète de toute façon, mais même cette forêt, qu'est-ce que cache cette forêt ? Est-ce qu'il y a quelque chose de l'autre côté de la forêt peut-être ? Peut-être que c'est pas la forêt qui surveille, mais plutôt le fait que quelqu'un n'aille pas de l'autre côté de la forêt. Et donc voilà, qu'il le ramène à l'école pour aller chez le proviseur, et voilà, c'est ce symbole-là dont je vous parle, qui est quasiment le même qu'il y a sur le sas justement du vaisseau, de ce qu'on va découvrir être en réalité un vaisseau. C'est là que Wim et Ferm vont faire connaissance. Elle se tient vraiment comme le vieux bonhomme. Et donc ils vont faire connaissance. Elle va lui demander pourquoi il a été convoqué. J'ai manqué le test. Et toi, je conduis des speeders et ils aiment pas ça. Justement, il lui dit qu'il l'a vu avec son speeder et qu'il a trouvé ça. Alors c'est drôle parce que le terme qu'il utilise c'est it's wizard. Et wizard, c'est le terme qu'utilise le pote d'Anakin quand il parle d'Anakin et de ses courses. Il dit justement it's wizard. Donc ils ont repris le même terme. Ça, peut-être que c'est fait aussi pour montrer justement qu'ils sont restés bloqués dans le temps, parce que du coup Anakin jeune, parce que là on est dans une série où la chronologie est importante. Et Anakin jeune, ça remonte à des décennies à ce moment-là. Là on est au moment où Darth Vader est mort. Et donc on est entre la trilogie on est dans équivalent au Mandoverse. Donc on est au moment de Mandalorian, au moment d'Ahsoka et tout ça. Et donc ce terme wizard était déjà utilisé quand Anakin était gamin. Est-ce que c'est fait pour ? Bonne question. Et donc c'est ça. Un gamin a loupé l'examen, le proviseur l'a emmené dans une pièce secrète au sous-sol pour qu'il travaille à la mine. Je pense qu'il y a vraiment des histoires de mine. Est-ce qu'elle a entendu quelque chose un jour sans trop avoir compris, mais du coup l'idée là lui est restée ou quoi ? Mais est-ce que c'est juste un hasard qu'elle dit ça ? Mais je pense qu'il y a de la réalité dans ce qu'elle dit. Je pense sincèrement qu'il y a de la réalité. Et ouais, je me demande si elle a pas entendu déjà sa mère dans des conversations, ce qui expliquerait peut-être aussi pourquoi elle est un peu distante avec sa mère, le fait qu'elle ait entendu des choses et que même si elle n'a pas les preuves, même si elle n'est pas sûre, elle a des doutes et il y a une méfiance, peut-être. Et on se rend compte que son père est déjà là. Évidemment, il se prend un savon, on apprend qu'il va... Du coup, Wim essaye de lui parler du temple Jedi. Son père ne veut rien savoir, ne le croit même pas, et de toute façon balaye ça d'un revers de la main. Mais, par contre, Ferm, elle l'écoute attentivement. Et donc il essaye de lui en parler, mais non, ça passe pas. Et ouais, une des raisons pour lesquelles il va aller au bout, c'est qu'il veut justement que son père le croie. Son père qui retourne travailler, Ferm qui lui demande « Mais attends, t'as dit que t'avais trouvé un temple Jedi ?» Non, j'ai menti, fais pas gaffe. Elle se doute bien que c'est faux. Ça, c'est très drôle, fallait oser ramener ça. Ça, on l'a déjà vu dans Star Wars. Alors, vous auriez pu croire que c'était une référence à l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Pas du tout. C'est tout simplement quelque chose qu'on voit dans le special de Star Wars, le fameux special de Star Wars dont George Lucas a honte et qu'on est censé oublier. En fait, il y a exactement ça. C'est juste repris vraiment du special. Alors là, en mode hologramme, mieux fait, mais c'était dans le special en fait. Donc c'est rigolo que cette diffusion qu'il y a c'est un des jeunes Wookiees qui regarde ça dans le special. Et vous savez, ce fameux où tout le monde était complètement camé, où Leia est défoncée parce qu'Harrison Ford ramenait une weed beaucoup trop forte. Et elle se rappelle à peine le truc, elle a été complètement arrachée, quoi. On le voit à sa tête de toute façon. Et donc ça vient de là, en fait. Donc assez rigolo d'avoir mis ça dans la série. Et donc Wim qui vient chercher son pote, il est trop mignon. Va-t'en Baby Yoda. Maintenant il y a Baby Neil. Non c'est pas vrai, Baby Yoda est mignon aussi. Mais Baby Neil est super mignon aussi. Et donc il lui dit qu'il est en haut. Et quand même, je m'inquiéterais si mon pote vient me parler pendant que je suis dans mon bain. Il y a des limites à l'amitié. On va pas se mentir. Tout a une limite. À un moment donné. Tout a une limite. Et donc, ils vont quand même discuter. Alors qu'il est dans son bain. Et il lui demande si son père a encore ses outils. Et Neil va accepter de le suivre après qu'il lui parle. On voit à quel point Wim vraiment a besoin de vivre une aventure, de sortir de sa vie de tous les jours. Mais Neil va lui demander, promets-moi qu'on n'aura pas d'ennui.
et il lui promet, et spoiler, ils vont avoir plein d'ennuis, ils vont en avoir plein. J'aime beaucoup ce truc, on dirait, ça fait très Oktoberfest, mais du coup, c'est une de la race de Nil, mais qui a l'air de tenir 3 shops à chaque main. Ça a l'air d'être des shops. Donc, est-ce qu'il y a une fête de la bière sur leur planète ? J'en ai bien l'impression. J'en ai bien l'impression. J'aime bien le fait qu'il y ait des petits caddies ou des petits paniers comme ça sur leur spider bike. Pareil, Neil, il a aussi les petits fanions et tout. C'est vraiment le côté, voilà, spider bike pour enfants. Je crois que c'est la première fois qu'on voit ça. Mais normal que ça existe dans ce monde-là. J'ai trouvé ça rigolo, le coup de la corde. Allez, c'est bon, tu me tiens. C'est tellement symptomatique des gamins qui croient qu'ils peuvent faire des trucs et pas du tout. Ça ne marchera pas, mon petit enfant. Et là, effectivement, ils essayent de faire un truc et ça ne fonctionne pas du tout. C'est vas-y, tu vas me retenir et pas du tout. Ils volent avec lui, bien évidemment, bien évidemment. Et bon, là, il y a les gamines qui leur font une blague, KB qui s'excuse parce que c'est Fern qui l'a obligé. J'aime beaucoup qu'elle demande, ouais, dites-nous qui est votre crush. Et lui qui fait quoi ? Et l'autre, Runa. Il l'assume à fond, il le crie, il est beaucoup trop naïf pour ce monde, Neil. Et donc voilà, elle s'excuse, elle dit qu'elle l'a obligé. Il y a tout le moment de non, oui, le vaisseau est à nous. Ah, elles ont dit prums, du coup elles ont le droit. Ils arrivent à faire un deal. Vous voyez, c'est ici qu'on voit. Il y a vraiment une tige qui passe en dessous. On le voit, il y a cette tige. Donc vraiment, ouais, c'est vraiment tenu. C'est là où normalement, dans Star Wars, les véhicules peuvent aller partout et tout. Là, ici, tout est vraiment contrôlé par où on passe. Et voilà, on voit les étincelles. Donc j'imagine qu'en plus, c'est ce qui donne l'énergie à ces véhicules-là. Et donc le père qui rentre encore très tard, qui va se rendre compte que son fils n'est pas là. Pendant ce temps-là, grâce à KB, ils vont réussir à pénétrer dans le vaisseau. J'aime beaucoup cette image. Vraiment, on voit, ça va être le début de l'aventure. Le moment où tout va basculer. Ils se rendent compte que quelqu'un approche avant de comprendre que c'est le père. Et du coup, voilà, il se dépêche de rentrer à l'intérieur. Le père qui retrouve le casque. Mais en fait, le casque, il avait perdu la veille. Il avait perdu déjà quand il allait à l'examen. On le voyait à un moment avec le casque qui vole. Mais donc, ça va lui permettre de trouver le chemin. Et on voit que Wim, même en apprenant que c'est son père qui arrive, veut le convaincre. Veut montrer qu'il veut pas reculer. Il veut montrer qu'il avait raison. Et donc, voilà, il continue. SM-33, ou SMI, comme j'ai envie de l'appeler. Et donc, on voit qu'il allait s'apprêter à tirer sur un levier avant d'être désactivé. On empêche Wim d'y toucher, mais Neil va toucher au droïde et ça va provoquer la fermeture du sas. Il n'y a plus de courant, donc évidemment pas possible de le rouvrir. Donc ils partent en quête du générateur, mais Wim, lui de son côté, il veut continuer l'aventure, donc il va partir de son côté. Même Neil le laisse tomber, parce que tout ce qu'il veut c'est rentrer chez lui, il veut retrouver sa petite famille. Mais ouais, Wim, lui, il n'a pas envie du tout de faire demi-tour. On va découvrir par KB que il semblerait que ce moteur soit en veille, soit endormi. Depuis combien de temps il est endormi pour être enterré à ce point-là ? Elle va réussir à le remettre en route avec la bonne vieille méthode ancestrale de « je tape dessus, ça va fonctionner ». Ça fonctionne, effectivement. Et donc, tout se rallume, on voit que le vaisseau est à l'envers à ce moment-là, et ça explique pourquoi ensuite on le voit se retourner. C'est qu'à ce moment-là, donc il a dû s'écraser vraiment, parce qu'il est à l'envers à cet endroit-là. Et Wim voit un bouton vert, et s'est rendu compte que ce n'était pas un temple, mais que c'était encore mieux, que c'était un vaisseau spatial, et il essaye de résister à appuyer sur le bouton vert, mais évidemment, il appuie sur le bouton vert. Et là, tout se met en branle, même SM-33 se réactive, et elle est super cool cette scène, elle est vraiment cool pour le coup, où du coup on voit petit à petit cette colline qui commence à s'élever, le père qui les voit, elle est hyper bien faite, vraiment je la trouve trop classe cette scène. Puis encore une fois, c'est tellement ce rêve de gamin de j'ai trouvé un vaisseau spatial, et donc le vaisseau qui commence à se retourner pour se mettre dans le bon sens, le père qui est impuissant en assistant à tout ça, et ça, dans Via Acolyte, je vous avais dit, il y a un moment, il y a un vaisseau qui arrive sur la planète, on dirait un JPEG, tellement c'est mal fait, sur la planète où il y avait le Wookiee Jedi là. Parce qu'il n'y avait aucune interaction, le vent faisait même pas bouger les feuilles ni quoi que ce soit. Là, voilà, on voit qu'il y a les réacteurs et tout. Donc, évidemment, les arbres autour s'enflamment. Il y a de la puissance, il y a de l'interaction avec le décor alentour. Ça, voilà. Là, du coup, le vaisseau fait vrai. Le vaisseau fait présent, sur place. Ça fonctionne. Et on voit le vaisseau
qui s'en va. Ils veulent faire demi-tour. Déjà, ils s'inquiètent à fond parce qu'ils sont en train de passer la barrière. Ils sont en pilote automatique. Et là, c'est ouf dans l'univers de Star Wars. Mais donc, ces gamins voient des étoiles pour la première fois. Et ils sont en mode, c'est quoi ces trucs? Je crois que c'est des planètes. Non, c'est des étoiles. Ils les ont jamais vues. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Ça montre à quel point cette planète est fermée sur elle-même. Vraiment. Et déjà que c'était la merde parce qu'ils avaient passé la barrière. Et là, le vaisseau passe en hyperespace. Et plus rien. Waouh! Franchement, comme premier épisode, moi j'ai trouvé ça vraiment cool. Hein. J'ai trouvé ça très cool. Et je vous le dis tout de suite, la vidéo va être en 2 parties. Hein. Je sortirai la vidéo, je vais la finir là et je la sortirai demain matin. Mais ouais, je suis obligé de faire la vidéo en 2 parties puisque ça fait déjà 50 minutes. Moi j'enregistre depuis 57 minutes. Je vais essayer de couper à 50 minutes. Mais donc ouais, il y aura une deuxième partie pour le deuxième épisode. Voilà, vous avez déjà la partie là. La deuxième partie sortira demain matin. Et il y a encore plein. Il y a des trucs dans la deuxième partie, des easter eggs. Genre, il y a un easter egg à Michael Jackson. Si. Il y a un easter egg à Michael Jackson dans le deuxième épisode. Assez marrant. Et donc ouais, épisode réalisé par John Watts, qui a aussi coécrit. Et j'ai trouvé ça hyper efficace. Vraiment, j'ai trouvé ça très bien. Encore une fois, c'est pas le même plaisir qu'il y a en Andorre, mais dans cet univers aussi vaste qu'est Star Wars, il y a de la place pour plein de types de plaisirs différents devant des programmes Star Wars. Et je trouve ça cool justement d'explorer l'éventail de ce qu'il est possible de faire. Et j'aime un show plus mature, plus sérieux comme Andorre. Et j'aime aussi quelque chose de plus léger et de plus grand public et de plus familial comme peut l'être Skeleton Crew. C'est cool. Je suis content voilà, d'avoir cet éventail qui nous est présenté de ce qu'on peut faire de bien avec Star Wars. Enfin voilà, je vais m'arrêter là du coup pour ce premier épisode. On va enchaîner. Moi je vais tourner tout de suite le deuxième épisode et comme ça je vous le sortirai dès demain matin, donc le jeudi matin. Voilà, sur ce, prenez soin de vous, je vous fais des bisous, à très bientôt, ciao.